It's as though I woke up one day when I was a little girl and I knew this is what I was going to do. How is the success? Is it good? Are you enjoying it? I am enjoying it, but I think for the first time I have to officially say that my life is insane. Grammy winner Duffy reveals that she was raped, drugged and held against her will. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la chanteuse Duffy. Vous m'avez demandé une vidéo sur elle parce que vous m'aviez dit qu'elle avait vécu des horreurs, j'étais pas prête parce que je savais pas tout ça, pour moi c'était juste une chanteuse qui avait fait son temps et qui avait disparu quoi pour XY raison. Mais alors la raison morbide... Mon Dieu, je comprends du coup pourquoi vous vouliez une vidéo sur elle. Et ouais, j'avoue, c'est très glauque. Donc voilà, on va parler de tout ça. Mais avant de démarrer la vidéo, je tiens à remercier notre collaborateur du jour, Who We Are. C'est une marque avec qui je travaille depuis maintenant longtemps. Ça fait plus de 3 ans. C'est la première marque avec qui j'ai collaboré sur ma chaîne. Donc j'ai un attachement particulier avec eux parce qu'en plus c'est une équipe entièrement constituée de femmes. C'était une toute petite entreprise qui au fur et à mesure s'est développée. Et ce que j'aime surtout chez eux, c'est leur éthique. Leurs produits sont entièrement fabriqués en France et en Espagne. Ils ont la certification RCG. L'or, c'est du plaqué or 18 carats. L'argent, c'est de l'argent massif. Et ça résiste à l'eau et au savon. Et je peux vous dire que oui, parce que depuis le temps que j'en ai, il y en a certains, franchement, je les ai pas ménagés, quoi. Vous prenez votre douche, etc. Ils ne bougent pas. Ça va pas vous noircir le doigt. Non, non, non. Il n'y a pas de ça avec eux. Quand vous passez commande, il y a 50 centimes reversés à une association et vous pouvez choisir laquelle. Donc vous avez l'ASPA pour la recherche contre le cancer et vous avez aussi e-enfance. Donc voilà, de belles valeurs, je trouve. Elles respectent l'environnement, les conditions de travail et de toute façon, ça se voit parce qu'il n'y a pas de surproduction de leurs produits, pas à la chaîne, quoi. Donc voilà, elles limitent leur stock. Donc ça, on aime. Ces bagues-là, ce sont donc les dernières que je viens d'acquérir. Elles sont magnifiques. Pour certaines, vous avez la version plaqué or, mais également la version en argent. Je vous mets les références à l'écran. Il y a une nouvelle collection. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette marque, il y a une nouvelle collection qui est disponible. Et grâce au code que je vous mets juste ici, Gossip15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous mets le lien de leur site en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller regarder. Il y a même aussi des bijoux unisex. Ils sont juste magnifiques et de qualité. Beau, qualité et éthique. 3 points très importants. Merci encore Who We Are d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Et c'est parti donc avec notre sujet du jour. Duffy. Alors, petit historique familial parce que là déjà, mon Dieu, dès l'enfance, ça a commencé. Donc je vais vous planter le décor avant sa naissance. Sa mère Joyce, elle a été mariée déjà très jeune. Ensuite, elle a divorcé et elle travaille comme serveuse dans un hôtel lorsqu'elle attire l'attention du directeur par intérim, John Duffy. Il se marie en mars 77 et il commence à vivre une vie de famille au village. Ils vont accueillir une fille, Kelly, ensuite Amy, donc qui est Duffy, et sa sœur jumelle, Cathy, qui naissent 4 ans plus tard. Donc Amy Anne Duffy, ainsi que sa sœur jumelle Cathy, voient le jour le 23 juin 1984 d'un papa donc anglais et d'une mère galloise. Et Duffy grandit avec ses sœurs dans le petit village côtier de Nephin, au nord du pays de Galles, qui compte 2550 habitants. Alors le gallois est donc sa langue maternelle. Elle parlait à peine un mot d'anglais à l'origine. Et Duffy décrit son village Nephin comme étant un endroit idyllique où grandir. C'était incroyable, c'était sûr, convivial. On pouvait rester dehors à toute heure et jouer sur la plage. Le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas grandi dans une ambiance très mondaine. Alors la musique, c'est une affaire de famille. Dès son plus jeune âge, elle est influencée par son père qui est fan de musique. Donc très tôt, elle veut déjà devenir chanteuse. À 7 ans, elle avait été renvoyée de la chorale de son école parce qu'elle avait trop de caractère. Du coup, elle se contentait de perfectionner ses talents dans les toilettes de l'école. Et là, elle déclare « Comme mes parents tenaient un pub, ils travaillaient par alternance.
On les voyait rarement ensemble, mais on entretenait une excellente relation avec eux. Le pub était en fait un club enfumé pour hommes d'affaires avec des sièges en cuir et une table de billard, mais elle était fière que ses parents le dirigent. Ils ont essayé de se séparer quand elle avait 6 ans, mais elle a tellement pleuré qu'ils sont restés ensemble et elle dit que c'était effectivement très cruel de sa part, mais sa mère est une femme adorable et elle ne voulait pas faire du mal à ses enfants. Donc elle est restée avec son mari. Bon, ils finissent par se séparer lorsque Duffy a 9 ans et bon bah elle a fait avec. Dans un petit village comme ça, un divorce, ça passe pas inaperçu, donc à cette époque-là, c'était l'événement majeur de la ville, tout le monde en parlait, mais Duffy pense que sa mère a bien fait de partir. Alors c'était donc une période difficile pour Duffy, mais elle dit que ses expériences ont contribué à façonner sa musique. Donc là, elle a 12 ans, ses chanteuses préférées sont Ella Fitzgerald, Etta James, et elle va modeler son style de chant sur leur sonorité distinctive. Ma voix était trop puissante, je ne m'intégrais pas à un groupe de chanteurs et je ne pouvais m'entraîner nulle part ailleurs. Les Beatles, les Rolling Stones, les Walk Brothers, Sandy Shaw et Millie chantant My Boy Lollipop, je trouvais ça vraiment sexy et excitant. Alors sa mère, côté cœur, elle va renouer avec un amour de jeunesse qui s'appelle Philip Smith. À l'époque, les parents de Joyce, donc les grands-parents de Duffy, ne cautionnaient pas la relation. Du coup, Philip était parti travailler ailleurs, il avait quitté la région. Il était devenu commerçant agricole, puis il était revenu au village voisin pour rénover le bungalow de son père. Et lui, il avait été marié pendant 18 ans à une ancienne serveuse qui s'appelle Dawn. Son mariage battait de l'aile en raison d'allégations d'infidélité de chacun, de part et d'autre. Et la mère de Duffy est retombée sous son charme. Et moins d'un mois après le divorce de Philip et de Dawn, c'était en septembre 1994, Joyce et ses 3 enfants déménagent à Letterstone, une région anglophone, et ça a été un véritable choc culturel pour Duffy, car encore une fois, elle ne parlait pas l'anglais. Donc ils sont installés avec son beau-père, et après une bataille acharnée, Philippe a finalement obtenu la garde de ses 4 enfants en juin 1995. Donc lui, il avait 4 enfants avec cette Dawn, avec qui il est resté marié 18 ans. Cependant, moins d'un an plus tard, la paix familiale fut brisée. Et c'est une histoire de fou. Alors, oui, donc c'est pour ça que c'est important que je vous plante les protagonistes de l'histoire, parce que, mon Dieu, Dawn, donc l'ex-femme du beau-père de Duffy, Philippe, elle avait reçu un terrain dans le cadre du divorce avec Philippe, mais elle a décidé plus tard de le vendre pour plus de 30 000 livres. Philippe a donc exigé que les enfants reçoivent une partie des bénéfices. Ça ne lui a pas plu. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a voulu payer un type 3 000 livres, un gars du coin qui s'appelle Robert Rees, pour qu'il tue Philippe. Mais lunaire. Et il y a eu un procès donc en 98 où Philippe a affirmé que Dawn avait fomenté le meurtre après avoir reçu une demande de l'agence de soutien à l'enfance pour subvenir aux besoins de leurs enfants. La mère de Duffy a témoigné à charge. Le tribunal a appris que Dawn avait demandé à ce Robert Rees, donc le gars du coin, « Ça te dirait de faire un boulot pour moi ? Je veux que tu tues Phil. J'ai une nouvelle Mercedes et elle est vraiment cool, mais il essaie de tout gâcher et de tout me voler. Je veux que tu lui tires dessus. » Donc elle lui avait demandé de lui exploser la cervelle, mais heureusement il est allé directement à la police qui a arrêté Dawn ainsi que son nouveau mari, Mark Watson. Donc toute la famille a été immédiatement dans un refuge sous surveillance policière pour le reste de la nuit jusqu'à ce que la police arrête Dawn et son mari. Je me sentais tellement mal, déclare Duffy. J'étais sous le choc, je n'arrivais pas à digérer la nouvelle et j'étais très effrayée. Au fond, j'étais terrifiée à l'idée que Dawn ait engagé quelqu'un d'autre pour finir le travail. Même quand nous étions à la maison d'hébergement, je ne fermais pas l'œil. Je sursautais au moindre bruit et j'avais hâte que le jour se lève. Et Dawn, de son côté, a finalement été reconnue coupable de racolage en vue de meurtre et condamnée à 3 ans et demi de prison en juin 98. Le Watson, là, son nouveau mari, un chimiste organicien, je sais pas ce que c'est, qu'elle a épousé en octobre 94, a été acquitté, et Dawn, qui a plongé dans l'alcoolisme, est décédée en 2002, 18 mois après sa sortie de prison, s'étouffant avec un rôti de porc. Elle avait 45 ans. Entre-temps, Philippe et Joyce se sont mariés à l'état civil de Haverford-West en avril 96 et ils ont fondé leur famille recomposée de 7 enfants. Duffy a passé son baccalauréat. Après avoir quitté l'école, elle est retournée à Neffin où elle a aidé son père John au club qu'il dirigeait. Duffy rêve toujours de devenir chanteuse et elle dispose désormais de l'environnement idéal pour perfectionner ses talents. Elle passe des heures à chanter sur un karaoké,
à enregistrer des cassettes et à les envoyer aux maisons de disques dans l'espoir d'être découverte. Et elle va même former plusieurs groupes et travailler pour presque rien, mais elle va apprendre son métier. Parallèlement, elle va aller à l'université de Dolgello, j'espère que je prononce bien, dans le nord du pays de Galles. Et elle va rencontrer son petit ami qui s'appelle Mark Durston et elle va même être élue présidente du syndicat étudiant. Par la suite, elle va à l'université de Chester. Elle chante des tubes des années 60 et 70 au club de jazz et de blues local, l'Alexanders, pendant son temps libre. Et il est quand même aussi important de noter qu'elle a hérité du talent de sa mère pour séduire les hommes. Elle déclare « J'étais une vraie terreur ». Quand on est jeune, qu'on est une femme et qu'on a un groupe, on a genre 5 petits amis. Moi, j'avais environ 5 groupes en activité et aucun ne connaissait l'existence de l'autre. À 19 ans, elle va auditionner pour Wow Factor, qui est la version galloise de X Factor, mais elle est battue en finale. Ensuite, elle quitte l'université en cours de cursus après qu'un tuteur lui ait conseillé de poursuivre son rêve musical. Son ami proche, Heidi Williams, a été témoin de l'essor de sa carrière et des conséquences que cela a eu sur sa relation avec son petit ami Mark, celui avec lequel il est resté le plus longtemps. Et cette dernière déclare « Amy passait tout son temps libre assise à une grande table en bois dans la cuisine à écrire des chansons, puis elle les interprétait pour nous le soir. Elle mettait tout son cœur et toute son âme dans sa musique et le résultat était incroyable. Mark était son premier amour et l'inspiration de tant de ses chansons. Elle était follement amoureuse de lui et croyait qu'ils seraient toujours ensemble. » Donc, Duffy, début de la vingtaine, elle commence à prendre son envol et elle consacre de plus en plus d'énergie au lancement de sa carrière. Et c'est donc là que les deux tourtereaux vont s'éloigner, mais ils vont rester amis. Et là, la chance va tourner. Duffy travaille dans un magasin de vêtements pour femmes lorsqu'elle fait la rencontre de 2 anciens musiciens qui vont lui présenter Janet Lee et Geoff Travis, fondateurs de Rough Trade Records, un label qui compte notamment The Strokes et Arcade Fire dans leur catalogue. À son tour, Janet va présenter Duffy à Bernard Butler, ancien guitariste de Suède. J'espère que je prononce bien le nom du groupe, ça s'écrit comme le pays. Et on compare ce partenariat à celui d'Amy Winehouse et Mark Ronson. Elle apportait les paroles et la voix puissante, lui les accords et les arrangements. De là, Duffy va déménager à Londres et aider de ce Butler. Elle va passer les 2 années suivantes à écrire des chansons et peaufiner ce nouveau son rétro qui va lui coller à la peau et faire son succès. Donc dans les critiques qui parlent de Duffy, de sa carrière musicale, il est dit que même si elle n'a pas été ouvertement fabriquée, elle a été quand même soigneusement préparée à la célébrité par cette Janet, donc du label, et aussi par la société de relations publiques qui s'occupe entre autres de Madonna, Elton John et James Blunt. Et les magazines de l'époque déclarent qu'ils ont impitoyablement protégé son image, abandonnant son prénom Amy pour la distancer d'Amy Winehouse, plus célèbre, et passant sous silence ses précédentes apparitions dans une émission de télé-réalité. Ils ont même ordonné à ses amis et à sa famille de ne pas parler d'elle en public. En 2007, elle signe un contrat avec A&M Records et elle part promouvoir son premier single Mercy dans les émissions musicales anglaises de référence. Le single entre directement au sommet du classement et y reste pendant plusieurs semaines, faisant de Duffy la première chanteuse galloise à réussir cet exploit depuis près de 25 ans. L'album Rock Ferry sort en mars 2008 et Duffy se lance dans une tournée mondiale avec des dates au Royaume-Uni, mais aussi en Amérique du Nord, en Europe continentale, ainsi que la participation à de nombreux festivals, dont plusieurs majeurs tels que Coachella, Glastonbury. Elle va remporter un Grammy du meilleur album pop vocal, ainsi que 3 Brit Awards l'année suivante. L'album comprend donc les tubes Rock Ferry, Mercy, ainsi que Warwick Avenue. Mais le succès de cet album va également marquer une période difficile pour Duffy, qui envisage même d'arrêter complètement la musique. Donc ce sera en 2008 où elle va évoquer ses difficultés face à cette célébrité soudaine, déclarant qu'elle était au bord de la dépression nerveuse. Je faisais de la musique quand personne n'avait entendu parler de moi et qu'il n'y avait rien d'autre dans ma vie. Petite fille, je me croyais surhumaine, mais exprimer publiquement ce que je fais est une pression. Tous mes doutes me concernent moi-même. Est-ce que je peux gérer ça? Est-ce que je veux disparaître?
2004. Elle a été ensuite vivement critiquée pour son apparition dans une publicité Coca-Cola à 35 millions de dollars et ça a semblé ralentir sa carrière avant la sortie de son deuxième album. Donc il y a Endlessly, ce second opus donc qui sort en 2010. Il n'a pas connu le même succès que son premier album, il a atteint la 9e place des charts. Le premier single Well 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 n'est pas hyper bien accueilli, il y a même une critique qui affirme qu'il s'agissait probablement du plus faible des nouveaux morceaux de l'album. Well, 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 why you giving me this pedigree? Dans une interview accordée au magazine You en 2011, Duffy déclare « Pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Je ne le fais pas pour être adoré ou admiré, pour gagner de l'argent ou réussir, je le fais pour atteindre l'excellence. » Alors, je me suis dit, peut-être que je ne ferai pas ça du tout. Une de ses dernières apparitions publiques sera une performance lors d'un concert hommage à Edith Piaf en 2013 à New York. Ensuite, elle va refaire brièvement surface en 2015 pour contribuer à 3 chansons du film Legend et elle ne reviendra pas avant février 2020 avec un post sur Instagram qui explique donc cette longue pause, ce hiatus. Et suite à ce message Instagram, sur son site internet, elle publiera une longue lettre racontant l'horreur qu'elle a vécue et qui l'a empêchée de poursuivre sa carrière. Alors la lettre est très longue, donc je vais pas vous la lire en entier, je l'ai coupée, donc je vous lis avec ses propres mots. J'ai publié ces mots il y a quelques semaines, donc elle parle de son post Instagram, parce que j'en avais assez de me cacher, de ne jamais me sentir libre ni libérée de ce fardeau. J'étais empêtrée dans mon histoire comme un sombre secret, cela me rendait seule. J'ai été blessée et il aurait été dangereux de parler de cette souffrance par le passé avant de me sentir prête. J'aurais été angoissée à l'idée que révéler mon histoire publiquement, ouvertement au monde, pourrait compromettre ma vie amoureuse future. Ce n'est pas exactement la publicité que je souhaitais avant de rencontrer l'amour de ma vie. Je m'inquiétais aussi de revenir à la musique et du risque de me retrouver constamment confrontée aux questions suivantes. Que s'est-il passé ? Où as-tu disparu ? Pourquoi as-tu disparu ? Qu'as-tu fait pendant toutes ces années ? Je ne pouvais pas imaginer inventer une histoire. J'aurais dû mentir et je ne pouvais pas mentir. Alors entre la peur de ne pas pouvoir supporter émotionnellement de parler, de ne pas pouvoir mentir et l'inquiétude d'être célibataire à jamais, je choisirais de ne rien dire du tout, de disparaître ou de rêver de me réinventer à jamais. Alors elle va raconter que lors de son anniversaire, elle a été droguée dans un restaurant. Elle a ensuite été droguée pendant 4 semaines avant d'être emmenée à l'étranger. Elle ne se souvient même pas d'être montée dans un avion. Elle a repris connaissance à l'arrière d'un véhicule. On l'a placée dans une chambre d'hôtel et l'agresseur est revenu pour abuser d'elle. Elle dit qu'elle se souvient de la douleur et de ses efforts pour rester consciente dans la chambre après les faits. Je suis restée coincée avec lui une journée de plus. Il ne m'a pas regardée. Je devais marcher derrière lui. J'étais plutôt consciente et renfermée. Il aurait pu me tuer. J'ai envisagé de m'enfuir vers la ville voisine pendant son sommeil, mais je n'avais pas d'argent et j'avais peur qu'il appelle la police pour fugue et qu'il me retrouve peut-être comme personne disparue. Je ne sais pas comment j'ai eu la force de supporter ces jours-là. J'ai ressenti la présence de quelque chose qui m'a aidé à rester en vie. Je suis rentrée avec lui, je suis restée calme et aussi normale que possible dans une telle situation. De retour chez moi, j'étais assise, hébétée comme un zombie. Je savais que ma vie était en danger immédiat. Il m'avait avoué à voix basse vouloir me tuer. Avec le peu de force qui me restait, mon instinct m'a alors poussé à courir et trouver un endroit où vivre qu'il ne trouverait pas. Donc elle raconte que son agresseur l'a droguée chez elle pendant 4 semaines et qu'elle ne sait pas s'il a abusé d'elle pendant cette période. Je me souviens seulement d'être revenue en voiture à l'étranger et de ma fuite dans les jours qui ont suivi. J'ignore pourquoi je n'ai pas été droguée à l'étranger. Cela me porte à penser qu'on m'a administré une drogue de classe A et qu'il ne pouvait pas voyager avec. Après les faits, une connaissance est venue chez moi et m'a vue sur mon balcon, le regard perdu dans le vide, emmitouflé dans une couverture. Je ne me souviens pas d'être rentrée. Cette personne a dit que j'étais jaune et que j'étais comme morte. Elle était visiblement effrayée, mais n'a pas voulu intervenir, n'ayant jamais rien vu de tel. Cela m'aurait tuée. Je ne pouvais pas risquer d'être malmenée ou de faire la une des journaux pendant ma période de danger. J'ai dû suivre mon instinct. J'en ai parlé à 2 policières lors de différents incidents menaçants au cours de la dernière décennie. Un jour, quelqu'un a menacé de divulguer mon histoire et j'ai dû révéler à une policière les informations qu'elle détenait sur moi et pourquoi le chantage était si effrayant. Le deuxième incident s'est produit lorsque 3 hommes ont tenté de s'introduire chez moi. J'ai alors également parlé du VIOL à la 2e policière. L'identité de l'agresseur ne devrait être gérée que par la police et cela restera entre elle et moi. La première personne à qui j'en ai parlé des mois plus tard était un psychologue.
psychologue, un éminent expert au Royaume-Uni en matière de traumatisme complexe et de violence S. Après cela, je n'ai vu personne pendant parfois des semaines d'affilée, restant seule. Je n'ai pas honte de vous dire non plus que j'ai passé presque 10 ans complètement seule et cela me brûle encore le cœur de l'écrire. Vous vous demandez peut-être où était ma famille. Ceux qui voulaient m'aider étaient tout simplement trop loin. Le coup de ma clandestinité ces 10 dernières années m'a aussi éloignée de tout le monde. Je n'ai tout simplement plus été la même personne pendant si longtemps. J'ai déménagé 5 fois dans les 3 années qui ont suivi, sans jamais me sentir à l'abri de l'agresseur. J'ai été en fuite pendant si longtemps et je me sens en sécurité maintenant. Je ne sais vraiment pas ce qui m'attend. J'aimerais découvrir qui je suis vraiment pour la première fois en privé. Je peux maintenant laisser cette décennie derrière moi. Elle appartient au passé. J'espère que les questions du genre « qu'est-il arrivé à Duffy ?» ne seront plus posées. Maintenant, vous savez, et je suis libre. Alors, à part un post Instagram après qui est très simple où elle dit quasi rien, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc voilà. Got me begging you for mercy. Duffy is back. The Grammy-winning singer makes her first public appearance in 10 years on TikTok to promote a remix of her hit song Mercy. Effectivement, je comprends, comme je vous l'ai dit en intro, pourquoi vous m'aviez dit « mais Duffy, Julie, il faut absolument que t'en parles ». J'ai pas les mots. C'est vraiment un film, ce qu'elle a vécu. La pauvre, vraiment la pauvre. J'espère vraiment qu'elle va trouver la paix. J'espère qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie, qu'elle va fonder sa famille. Ça va être quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, de partager enfin sa vie avec quelqu'un. 10 ans de souffrance, 10 ans à se cacher, 10 ans en cavale presque, à ne jamais se sentir bien. Mais quelle horreur! Oh, mon Dieu! Donc voilà. Pour le parcours et la triste vie de Duffy. Merci encore à Who We Are d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le code GOSSIP15 pour profiter des 15% de réduction sur leur site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.